Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leur parcours, leurs ambitions, les dessous tech de leur projet, mais aussi la réalité de leur quotidien sans artifice. Et cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire d'Ariana Pharma avec son fondateur Mohamed Afshar. Et c'est parti sans transition, on se retrouve directement avec Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bienvenue sur Expédition Tech, ravi d'échanger avec toi sur ces prochaines 30 minutes, sur en plus un sujet que je trouve fascinant, que je connais pas très bien, donc je vais jouer un petit peu le néophyte pour guider un peu cette conversation. Est-ce que, en guise d'introduction, tu peux peut-être me dire qui tu es et surtout qu'est-ce qu'Ariana Pharma ? Très bien. Écoute, deux mots sur Ariana Pharma. On est une société de biotech spécialisée dans la médecine digitale. Puis on aura l'occasion d'en discuter plus en détail. On est basé à Paris et on a un bureau à Boston. C'est une société que je dirige depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc moi j'ai un parcours où j'ai commencé par faire des études de médecine. J'ai été très vite attiré par l'intelligence artificielle et l'informatique. Et à l'époque, c'était quelque chose de vraiment très nouveau. Et donc, j'ai petit à petit été de plus en plus attiré par la recherche en industrie. Je suis parti en Angleterre et c'est là où j'ai eu le virus entrepreneurial dans ce secteur. Et c'est ce que j'ai continué après avec Ariana. Et si tu devais résumer, pitcher Ariana Pharma à quelqu'un qui n'est pas forcément du secteur, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? J'entends intelligence artificielle, j'entends biotech. Est-ce que, en peut-être 2-3 phrases, avant qu'on rentre un peu plus dans le processus, la technologie derrière et puis vos clients, mais très simplement. Écoute, très simplement, nous on s'adresse à une étape du développement des médicaments qui sont les essais cliniques. Donc aujourd'hui, pour que un médicament puisse être commercialisé, il faut qu'il fasse ses preuves dans le cadre d'un essai clinique où on va le tester sur un certain nombre de patients. La problématique qu'on a, c'est que les patients sont différents. Si toi et moi, on marche dans la rue, on va pas nous confondre. Donc, l'extérieur est différent et il y a toutes les raisons de penser que l'intérieur va être différent et que la vie d'un médicament que moi je vais prendre ne va pas être même que celui que toi tu vas prendre. Donc, cette hétérogénéité entraîne une hétérogénéité de la réponse aux médicaments. Et donc, le problème qu'a l'industrie est que la plupart des essais cliniques échouent. Donc aujourd'hui, on pense que le taux d'échec est autour de 80%, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que pour sortir un médicament, il y a effectivement des essais cliniques qui peuvent durer parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, et que sur tous ces essais cliniques-là, tu as globalement 9 essais cliniques sur 10 qui en fait sont des échecs et qui conduisent pas à la sortie d'un futur médicament. C'est absolument ça. Et donc, ce qu'on amène, c'est la possibilité d'intégrer toutes les datas disponibles sur les différents patients, et on parlera un peu de big data, de génomique, etc. Donc aujourd'hui, on peut venir caractériser un patient par des mesures, on peut avoir 26 000 gènes qui vont être caractérisés pour ce patient, etc. Et donc, ce que l'IA développée par Ariana va amener, c'est une stratégie pour pouvoir mieux comprendre pourquoi certains patients répondent, pourquoi certains ne répondent pas, ou même pourquoi certains vont développer des effets secondaires. Et donc, cette stratégie de stratification va nous aider à nous focaliser sur les patients qui peuvent réellement bénéficier de notre produit thérapeutique, et donc focaliser le développement, accélérer les temps pour arriver à un résultat positif et bien sûr diminuer les coûts tout en augmentant les chances de succès. Voilà ce qu'on fait. Alors, on va y revenir effectivement plus en détail. Tu as glissé quelques éléments clés de ton parcours. Effectivement, pour arriver sur un marché que sont la partie vraiment pharmaceutique, biotechnologie, etc., il te faut quand même un minimum de bagage. Je suppose que toi, t'es un ancien docteur, tu as toujours travaillé dans la recherche. C'est quoi un petit peu les grandes lignes de ton parcours qui t'ont amené à Ariana Pharma ?
Donc j'ai fait mes études de médecine à Montpellier et pendant mes études, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui étaient vraiment impliqués dans la recherche médicale et qui m'ont ouvert les portes des différents laboratoires de recherche du CNRS qui travaillaient sur des sujets qui étaient passionnants. Et j'ai rencontré aussi quelqu'un avec qui je continue toujours d'interagir aujourd'hui, qui s'appelle Jean Salentin, qui était directeur de recherche au laboratoire du LIRM, laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, et qui dirigeait le laboratoire d'intelligence artificielle. Et j'ai été fasciné par ce domaine. Et donc, j'ai commencé par faire d'abord un DEA et ensuite une thèse, toujours dans cette interface entre médecine et la partie recherche. Et donc, c'est par la force des choses, j'ai été de plus en plus attiré par ces aspects-là. Et donc, j'ai eu la chance de partir en Angleterre. Au départ, alors moi, j'étais au départ dans une perspective de carrière hospitalo-universitaire en France. Et donc, la première étape, c'était d'aller faire ce qu'on appelle un postdoc, partir à l'étranger. Et donc, j'ai eu la chance d'aller travailler dans un laboratoire en Angleterre, à Cambridge. Et là, c'était la révélation de ce continuum déjà entre le public et le privé. J'étais dans un laboratoire, il y avait 12 prix Nobel et plus de 50 entreprises de biotech qui étaient tous mélangées et qui travaillaient sur des sujets passionnants. Et donc, ça a été pour moi la découverte de cet univers passionnant et aussi la première opportunité de participer à la création d'une première entreprise. Alors, ça me remonte très loin, c'était 97. Tu vois, le temps passe, et qui était à l'époque la plus grosse start-up européenne qui démarrait avec un peu plus de 10 millions d'euros de financement au premier tour pour développer des médicaments anti-infectieux et contre le cancer. Et pour la première fois, on faisait un investissement déjà sur des méthodes informatique pour venir tester des molécules de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et ensuite, ça a été donc l'opportunité de revenir en France. Et là, grâce à l'Institut Pasteur, qui est aussi un des actionnaires de Ariana, de créer cette entreprise vraiment à l'interface de nouveau de l'intelligence artificielle et du développement des médicaments. Donc pour moi, c'était la deuxième aventure. Les 3 premières années dans un incubateur, et vraiment on était vraiment sur des problématiques vraiment autour de la technologie. On pensait que la technologie fonctionnait comme d'habitude, et puis qu'en 3 mois ça serait bon, et ça nous a pris quand même beaucoup plus longtemps pour venir développer cette techno d'intelligence artificielle. Et surtout, au tout début, on pensait répondre à un problème qui n'est pas du tout celui qu'on cherche à résoudre aujourd'hui. Le problème qu'on avait identifié, c'était la problématique d'optimisation multi-objectif des molécules chimiques qui sont développées par les sociétés pharmaceutiques. Donc, c'est-à-dire ? Donc, plus clairement, ça veut dire que donc là, on parlait du développement clinique, des essais cliniques, mais il y a aussi toute la vie des molécules avant d'arriver dans les essais cliniques. Donc, dans cette partie-là, la problématique, c'est qu'on va venir identifier une molécule qui est efficace contre une protéine, qui va arrêter une fonction enzymatique ou qui va activer quelque chose. D'accord. Donc, on a identifié une activité. On se dit, ah, super, mais il faut que cette molécule puisse être absorbée. Donc, on se dit, OK, on va venir la modifier pour que la molécule passe les différentes barrières et qui se retrouve dans le sang pour pouvoir faire quelque chose. Et puis après, on se rend compte que, ah, OK, donc ça passe tout ça, mais elle commence à devenir toxique. Donc, on va venir encore le modifier pour que pour le rendre moins toxique. Mais en faisant ça, on se rend compte que, on a perdu l'activité initiale. Et ainsi de suite, on fait des circuits comme ça pour venir, in fine, améliorer de manière simultanée plusieurs propriétés à la fois. Et ça, c'était vraiment un problème qu'on avait identifié et on s'était dit, l'IA peut vraiment répondre à ça en disant, je vais faire des suggestions qui
de modification des molécules chimiques pour toucher 5 objectifs à la fois, pas faire des trucs de manière séquentielle. Et alors, comment tu réussis, justement, tu vois, allez, on va dire dans les années 2002-2005, moi, pour te donner un ordre d'idée, à cette époque-là, j'avais 9 ans. Alors moi, j'ai du mal à me représenter ce qu'était Internet globalement, tu vois, en 2002, 2003, 2004. J'ai fait mes petites recherches pour donner quelques idées. Par exemple, Internet Explorer, c'était 95% des parts de marché sur les moteurs de recherche. Ouais. Et il te fallait quasiment un quart d'heure pour télécharger une musique, presque 20 secondes pour télécharger une page web. À l'époque, tu commences déjà à parler d'intelligence artificielle. Je suppose que les gens te prenaient un peu pour un ovni à l'époque, non? Écoute, tu vois, la chose qui est intéressante, c'est qu'à l'époque, il y avait déjà donc un département d'intelligence artificielle au CNRS. Donc les gens s'intéressaient à ces méthodes, etc. Mais par contre, c'était des gens qui travaillaient dans leur silo. C'était ça vraiment la grosse différence. Et effectivement, il y a eu deux choses pour nous. C'est que la première chose, c'est que ces problématiques sur lesquelles on travaillait, etc., on pouvait montrer des résultats, mais les gens se demandaient, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Mais c'est quoi ces méthodes, etc. Mais à chaque fois, donc les gens voulaient dire, ah oui, mais en fait, vous êtes en train de faire des statistiques. Et vous dites, non, en fait, c'est pas des statistiques, c'est autre chose. Donc, tu vois, c'était cette difficulté-là. Ensuite, on s'est rendu compte, j'allais dire vite, non, ça a pris un certain temps pour se rendre compte que finalement, le meilleur marché pour ce genre d'approche, c'était pas la découverte des molécules, etc., qui reste quand même très amont, mais beaucoup plus proche du produit final que sont les essais cliniques. Les essais cliniques. Parce que là, on a vraiment un impact sur la valeur qui est beaucoup plus visible. Et c'est vrai qu'au tout début, je me souviens être allé et là on est quand même dans les années 2010. Je me souviens être allé présenter ma solution donc au directeur médical et tout le staff d'un grand groupe. Où les gens m'ont dit mais monsieur, mais pourquoi faire tout ça? Enfin mais vous faites de la torture des data. Voilà, c'était l'expression. Et je pense que vraiment la question c'était mais pourquoi? Et ce qui a changé les choses vraiment pour nous, c'est que il y a eu une pression de plus en plus forte des autorités réglementaires pour demander à ce que qu'on puisse démontrer l'efficacité des produits de manière beaucoup plus importante, c'est-à-dire que il fallait qu'un pourcentage beaucoup plus élevé de patients à qui on prescrivait un produit répondent. Et donc, du coup, vous étiez pas en train de dire, parce que quand vous dites stratifier, c'est-à-dire je vais identifier les patients qui peuvent le mieux profiter d'un produit. Vous pouvez le lire aussi à l'envers, c'est me dire ah mais attendez, vous êtes en train de diminuer mon marché parce que vous allez aussi identifier ceux qui n'en bénéficient pas réellement et donc je vais pas leur vendre. Vous voyez, si vous restez vraiment dans le côté très terre à terre, vous dites voilà, vous êtes en train de réduire mon marché. Effectivement. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est là où en fait on est rentré dans un cycle vertueux, c'est que comme les rembourseurs ont commencé à être beaucoup plus exigeants, du coup, c'est que les sociétés pharmaceutiques n'avaient pas d'autre choix que de venir diminuer aussi l'hétérogénéité de la population qui testait leurs produits, etc. Et donc, il valait mieux avoir ce qu'on appelle une indication restreinte pour un groupe spécifique que pas du tout. Et c'est là où, petit à petit, notre offre s'est retrouvée alignée avec l'exigence réglementaire et donc avec le marché qui, du coup, avait besoin de produits avec une efficacité beaucoup plus importante, même si ça s'adressait à un marché plus petit. Oui, parce que si je simplifie peut-être à l'extrême, c'est que la promesse, elle est quand même assez forte. C'est que d'un côté, les essais cliniques coûtent cher et il y a 90% des essais qui sont en fait des échecs. Et vous arrivez avec, en fer de lance, l'intelligence artificielle, en tout cas promettant, ou en tout cas en faisant tout pour que vous puissiez réduire ce risque d'échec et donc, in fine,
avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé parce que les essais cliniques coûtent moins cher. Mais pour bien comprendre ça, alors on en avait déjà un petit peu parlé, mais à quoi ressemblent les essais cliniques aujourd'hui? C'est des tests sur une population qui est très large, c'est des batchs de tests. Tu vois, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui diffère entre, je dirais, le modèle classique des essais cliniques tel que c'était fait avant que Ariana Pharma vienne s'insérer dans la chaîne de valeur? Alors, les choses sont très différentes selon les aires thérapeutiques. Donc, un essai en oncologie, donc les produits contre le cancer vont être très différents des produits en neurologie ou en diabétologie ou en maladies cardiovasculaires, etc. Mais globalement, l'approche générale, surtout donc les essais cliniques sont plusieurs phases, etc. Mais globalement, ce qu'on essaie de faire une fois qu'on a montré que le produit n'était pas toxique et qu'on n'avait pas de problème de ce qu'on appelle la partie safety, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc on rentre dans un circuit où on va venir inclure des patients, les regarder de près, on va leur donner le produit et puis on va les observer pendant un certain temps. Et selon les indications, selon les maladies, ce temps d'observation peut être plus ou moins long. Le modèle général, c'est de dire, je vais recruter assez de patients pour, dans un groupe qui prend le produit, l'autre groupe prend soit un placebo, soit un traitement de référence ou autre chose. Et donc, je vais faire mon essai clinique pendant un certain temps et à la fin, je compare ces deux groupes. Si la réponse, telle que je l'ai prédéfinie, du groupe qui a eu mon traitement est statistiquement supérieure à l'autre groupe qui n'a pas reçu mon traitement, alors j'aurais démontré une efficacité, et donc je pourrais avancer pour aller vers le marché. Donc, on est dans une approche qui est plutôt binaire. Donc, je lance un essai clinique. Il faut savoir que les essais cliniques coûtent très cher. Chaque patient peut coûter des milliers ou parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, dans les coûts de suivi, etc. Donc, on va très vite parler de dizaines de millions ou centaines de millions d'euros comme coût des essais cliniques. Et à la fin, il y a le résultat binaire. Voilà. Soit ça marche, soit ça marche pas. Okay. Donc, il y a un côté un peu loterie. Donc, alors, tout le monde se dit, mais non, mais mon produit, il va être mieux que celui des copains. Mais il y a quand même ce côté-là. Ce qui change maintenant, ça s'est beaucoup développé en oncologie. Et donc, l'idée en oncologie, ça a été de se dire, peut-être qu'on pourrait regarder une trentaine de patients, voir comment ils évoluent. Et à partir de ces patients, on pourrait avoir tiré des résultats et ensuite recruter d'autres patients encore. Et petit à petit, avancer en focalisant à chaque fois l'approche sur un sous-groupe de patients. Et donc, au lieu de se lancer sur 500 patients d'un coup, on va faire 30, et puis après on va refaire encore un autre. Hein, et peut-être qu'au bout de 90, on aura atteint le but. Parce qu'en fait, vous êtes sur un process itératif avec des petits échantillons que vous allez tester pour affiner. Exactement. Et là, le challenge qui est compliqué dans cette histoire, c'est que quand on a 30 patients et que on a mesuré 20 000 paramètres pour chacun de ces 30 patients, c'est très compliqué de venir analyser de manière systématique ce type de data parce qu'on peut pas faire des statistiques dessus. C'est des matrices qui sont beaucoup trop larges. Les statistiques marchent très bien si on a 30 000 personnes et 5 critères, ça marche très très bien. Mais si on a l'inverse, 30 patients et ça 20 000 paramètres, ça cafouille, ça marche plus. Et c'est là où on a besoin de l'intelligence artificielle. Tout le monde a commencé à parler de l'IA, et ça nous a aidé énormément. Et le dernier point là-dessus, ça a été d'avoir de plus en plus d'exemples concrets en disant, voilà, on a commencé à tel stade, voilà exactement ce qu'on a fait, voilà le résultat qu'on a eu, voilà le produit enregistré, et regardez le temps qu'on a mis pour le faire, et comparer avec le reste de l'industrie. Et ça a pris du temps, parce que ces process prennent 3 ans ou 4 ans à chaque fois. Donc, il fallait le temps aussi pour arriver à cette étape-là, d'avoir des preuves pour dire, tout ça sur le papier, c'est bien beau, mais je voudrais des exemples concrets.
Parce qu'effectivement, le troisième point que tu mentionnes, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était pas forcément le cas, et j'aime beaucoup l'exemple que tu prenais qui était réel sur le fait de torturer la donnée. Aujourd'hui, bon, l'intelligence artificielle, même si tout le monde ne comprend pas tous les mécanismes derrière, ça commence à rentrer dans les normes. Comment t'expliques ça? C'est des plus grosses entreprises qui se sont emparées du sujet de l'intelligence artificielle et qui ont fait justement ce travail d'éducation? Absolument. Vraiment, c'est la problématique d'être sur un marché ou sur en première ligne. C'est que il faut venir, ce qui est très difficile, c'est convaincre les gens de l'intérêt de la chose alors qu'il n'y a pas d'exemple sur le marché. On a énormément, nous, profité des très grosses entreprises comme IBM, etc., qui ont commencé vraiment à communiquer sur le sujet de manière très importante et donc d'évangéliser un peu le terrain en disant mais regardez, on peut faire ci, on peut faire ça, etc., etc. Et vraiment cette compétition faite par les très grands groupes nous a aidé énormément parce que du coup, ça a permis de faire une transition. L'argument, la discussion au départ avec nos prospects, c'était pourquoi il faut faire ce qu'on est en train de faire. Et ça a été maintenant, c'est la discussion, c'est pourquoi nous. Et le pourquoi nous, c'est beaucoup plus facile pour une entreprise qui a un bon track record, qui a plein d'exemples, etc., construit dans le temps. C'est beaucoup plus facile à amener que de convaincre les gens, mais pourquoi il faut faire ça? Ouais, effectivement, et d'avoir ce travail d'évangélisation qui prend aussi beaucoup plus de temps. Pour juste comprendre le business model derrière Ariana Pharma, c'est quoi? Vous occupez de machiner la donnée et de l'analyser. C'est un fonctionnement type SaaS. C'est quoi le modèle d'Ariana Pharma? En fait, le modèle, c'est de rentrer dans des collaborations avec nos partenaires où nous allons les aider à designer leur essai clinique. Mm-hmm. C'est-à-dire de dire voilà ce qu'on va collecter, voilà comment est-ce qu'on va analyser les choses, etc. On va les aider à collecter des datas supplémentaires parce que peut-être qu'ils sont en train de développer un médicament contre le diabète et donc ils vont connaître tout ce qui se passe sur les différents paramètres de glycémie, d'immunologie, etc. Mais pas nécessairement tout ce qui se passe au niveau de la génomique, des mutations ADN et autres. Donc on va les aider à acquérir des datas complémentaires. Ensuite, on va utiliser notre plateforme IA pour venir intégrer tout ça et mouliner sur nos machines et sortir des choses. Donc, en particulier, on va essayer d'identifier quel serait le meilleur dosage pour leurs produits. On va identifier les sous-groupes de patients pour qui ça marcherait le mieux, donc ce qu'on appelle la recherche de biomarqueurs, etc. Dans certains cas, on peut leur trouver d'autres indications. C'est se dire, tiens, je me rends compte que tel et tel type de profil de patient semble bénéficier de ce produit, mais peut-être que ce n'est pas seulement en oncologie, je peux regarder, peut-être que je suis sur le cancer du poumon et je me rends compte que tiens, ce produit pourrait aussi s'appliquer au mélanome, mais ça pourrait être complètement autre chose. Je peux être dans une maladie neurodégénérative et me rendre compte que le mécanisme moléculaire fait que ce produit pourrait être aussi intéressant en cancer. Donc, c'est là tout ce qui est ce qu'on appelle les nouvelles indications. Et enfin, dernier point, c'est qu'on va les aider sur leur stratégie réglementaire, c'est-à-dire de dire comment il faut présenter ces résultats, en particulier avec la FDA aux États-Unis, pour rentrer dans ces processus d'approbation accélérés. Donc c'est vraiment un vrai rôle de partenaire, à la fois avec un enjeu serviciel, presque consulting, accompagnement presque individuel pour chacun de vos clients, et aussi une approche produit avec toute la plateforme que vous avez développée de votre côté. Exactement. Et donc juste pour donc le modèle, donc en fait c'est la manière donc commercialement on interagit avec nos partenaires, c'est qu'on définit en fait des fees qui sont liés à l'accès à la technologie, et ensuite on définit des milestones de succès qui sont liés à
au fait que on ait eu réellement un impact, on ait réellement identifié ce qu'on appelle un biomarqueur, on a réellement identifié les patients et qu'on a pu démontrer que certains patients bénéficiaient du produit, c'est qu'on a pu démontrer que le produit est efficace dans une autre indication, etc. Ah, donc c'est intéressant. Ça veut dire que une partie de votre chiffre d'affaires par client est générée à condition que le client lui-même ait des résultats probants. Absolument. Absolument. Ah oui, donc en fait, ça doit être un argument commercial fort parce que là, le client prend quasiment aucun risque de travailler avec vous puisque vous lui garantissez le succès, en tout cas l'approbation progressive de chacun des biomarqueurs. Exactement. Et comment est structurée l'équipe? Parce que il y a une chose aussi qui m'a frappé chez Ariana. Vous n'avez aucun commerciaux. Il n'y a pas de commerciaux dans l'entreprise. Écoute, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. En fait, je crois que la proposition du commercial, c'est quelque chose qui attire toujours les entrepreneurs, etc. C'est en fait le premier commercial de l'entreprise, c'est toujours son patron. Mais quand même, on est toujours attiré par le fait qu'on va embaucher quelqu'un et il va vous amener des clients, etc. Et c'est vraiment Je pense que dans le domaine où on s'est très vite rendu compte que pour pouvoir vendre le produit, il fallait vraiment pouvoir comprendre le process du développement d'un médicament. Il fallait comprendre les technos d'intelligence artificielle. Et donc, il fallait pouvoir à la fois comprendre la problématique du client et comprendre les détails de notre solution. C'est un mouton à 5 pattes, là, qu'il faut trouver. C'est un mouton à 5 pattes, et donc, du coup, l'approche commerciale ressemble beaucoup plus à ce que fait un McKinsey ou un Boston Consulting, où les commerciaux, c'est les partenaires de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, chez Ariana, c'est exactement ce qu'on fait. Les commerciaux sont les personnes les plus seniors dans l'entreprise, où moi, je dis toujours, l'approche commerciale, c'est que la personne avec qui vous parlez, il faut qu'ils se disent, si je parle 15 minutes ou une demi-heure avec ces gens, de toute façon, je vais déjà apprendre quelque chose. Ils vont me parler quelque chose de nouveau, de différent, que je ne connais pas nécessairement. Si on est dans ce cadre-là, alors l'activité commerciale peut se développer. Mais la typologie de ces 15 personnes-là, du coup, c'est des gens qui sont à la fois techniques, mais qui ont une connaissance profonde du marché. C'est quoi un petit peu le profil type? Alors, c'est des profils types. Donc, vous avez des gens qui viennent d'horizons différents. Vous avez des gens qui ont fait une thèse, un doctorat en intelligence artificielle et qui vont vraiment être très sur la partie, je dirais, méthodologie hardcore et qui vont être aussi en interaction avec nos collaborations universitaires, avec les laboratoires d'intelligence artificielle qui développent la partie, je dirais, fondamentale. Donc, vous avez ce type de profil. Ensuite, vous avez des centraliens ou des gens qui ont fait l'école des mines et qui derrière ont fait aussi une thèse en sciences et qui connaissent le processus du médicament. Et donc, il faut qu'il y ait un peu cette combinaison. Vous avez besoin de gens qui ont une formation solide, mais aussi qui ont une curiosité pour la nouveauté. Effectivement, quand je vois le développement et ce qui se passe depuis quelques années avec ce chiffre d'affaires constant, une petite équipe qui quand même réussit à gagner des gros marchés face à des géants, est-ce qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas marché, notamment peut-être au début, quand toutes les phases de développement où c'est parfois un peu la traversée du désert pour beaucoup d'entreprises où il faut sortir un petit peu les rames. Est-ce qu'il y a des choses à ce moment-là qui n'ont pas fonctionné ou que tu aurais fait différemment avec le recul que tu as aujourd'hui? Écoute, beaucoup de choses. Tu vois, le schéma que j'avais en tête, moi, c'était de dire, je veux productiviser ce que je fais pour que les gens payent un ticket et que moi, je fasse le travail. Et quel que soit ce que ça me coûte, je me disais, c'est comme le billet du cinéma. Le type, il dit, voilà, moi, je paye 10 euros, 15 euros pour voir un film. Et donc, je m'en fous que le film ait coûté plusieurs centaines de millions ou pas. Donc, j'étais vraiment omnibulé par ce schéma-là. Et l'autre chose, c'est la plateforme technologique. Alors ça, vraiment, la plateforme IA qu'on a,
Moi, je pensais qu'en quelques mois, c'était bon. On avait tout, on avait spécifié les choses, etc. Et au lieu de quelques mois, ça a pris 5 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment, et puis c'est un puits sans fin parce qu'on dépense beaucoup d'argent sur quelque chose qui ne N'en rapporte pas. ne rapporte pas. Tu es en train de construire l'usine qui ne produit toujours pas. Il y a des traversées de désert, il y a des bas et des hauts. Il faut profiter des hauts pour prendre de l'énergie, pour passer les bas et tenir bon. Et alors justement, c'est la question un petit peu rituelle de fin d'épisode. Dans 10, 20 ans, justement, toute la partie tech détruira sûrement des emplois et c'est quand même une réalité. Mais il y a aussi effectivement des nouveaux métiers, notamment peut-être chez vos clients, qui vont émerger. Là, tu m'en parles juste avant, où tu me dis qu'effectivement, la technologie permet de scaler une partie du travail qui était fait et qui ne pouvait pas être fait avant par la technologie. Est-ce que vous vous êtes posé la question avec Ariana Pharma par rapport à vos clients de l'impact sur l'emploi que vous pouvez avoir, votre offre, votre proposition de valeur, votre technologie ? Écoute, je pense que globalement, je partage cette analyse. Je pense que la technologie, malheureusement, détruit de l'emploi. Ça en crée d'autres ailleurs, etc. Mais je pense que globalement, quand même, il y a un certain nombre de métiers en particulier qui sont moins qualifiés, qui sont impactés. Je pense que dans ce que nous faisons, la technologie permet d'ajouter des choses dans le processus pharmaceutique. Donc, dans notre petit secteur, le delta va être positif parce que le fait de pouvoir analyser 30 000 ou 80 000 data par patient. Chose qui n'était pas faite avant. Chose qui n'était pas fait avant, encourage les gens à générer ces data. Donc, des personnes dans les laboratoires qui vont faire ce type d'analyse, etc., qu'on ne faisait pas avant. Alors, Mohamed, pour conclure cet épisode, qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi et puis à toute l'équipe d'Ariana Pharma pour les prochains mois, voire pour les prochaines années ? Écoute, dans la période courante, je dirais santé et croissance. Eh bien, écoute, je te souhaite plein de santé à toi, à ton équipe, et puis une croissance folle pour Ariana Pharma dans les prochaines années. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une belle aventure, et puis je te dis à très vite. Merci, un grand merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié notre conversation avec Mohamed, le meilleur moyen de soutenir Expédition Tech, c'est de le partager, de partager le podcast à vos collègues et à vos amis. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcasts ou iTunes. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Expédition Tech et à nous encourager à préparer la prochaine saison. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.